Alors, les origines de la guerre en Ukraine sont multiples, sont complexes. Parmi elles, il faut s'arrêter sur la construction du pouvoir de Vladimir Poutine en Russie, un pouvoir qui a voulu en priorité reconstituer la puissance de la Russie. On le sait, Vladimir Poutine a donc fait carrière en tant qu'officier du KGB, ce service de renseignement intérieur et extérieur du pays, un service de renseignement au sein duquel il fut conduit à partir en mission en Allemagne de l'Est, en RDA, où il assista à la chute du mur de Berlin. Un épisode vraisemblablement traumatique pour Vladimir Poutine qui vécut très mal l'effondrement et l'affaiblissement aussi de la puissance soviétique. Vladimir Poutine intègre alors le FSB, le service de renseignement qui remplace le KGB au sein de la nouvelle Russie, et il s'y fait remarquer en intégrant les cercles du pouvoir dans sa ville de Saint-Pétersbourg. Sa carrière d'officier au sein du FSB ne l'amène finalement qu'à un rang assez peu élevé de lieutenant-colonel, mais son ascension, il la doit à cette confiance que lui vouent les oligarques. Il apparaît comme étant un serviteur dévoué au nouveau système et c'est ce qui lui vaut d'arriver à la tête du FSB. Et c'est ainsi qu'en 1999, Vladimir Poutine est amené à faire de Vladimir Poutine le chef de son gouvernement avec le titre de président du gouvernement. Et donc à ce moment-là, Vladimir Poutine est en fait un quasi inconnu pour le peuple russe. Sa cote de popularité est extrêmement basse, il ne présente pas une personnalité très charismatique, mais la guerre de Tchétchénie, la seconde guerre de Tchétchénie, va lui donner l'occasion de se faire connaître. La menace indépendantiste tchétchène n'a en effet pas disparu et sous l'initiative de Vladimir Poutine, chef de gouvernement, une seconde opération militaire est lancée à partir de 1999. À l'origine de cette seconde guerre, une vague d'attentats extrêmement meurtrière en Russie, une vague d'attentats dont on accuse les indépendantistes tchétchènes d'être responsables. Lors de cette vague d'attentats, ce sont des immeubles entiers qui sont soufflés sous l'effet d'explosions menées par ceux qu'on présume être les terroristes. Alors, ces attentats ont lieu dans plusieurs grandes villes russes, mais aucun indépendantiste tchétchène n'a été arrêté à l'issue de cette vague. Par contre, dans la ville de Ryazan, la police locale parvient à empêcher un véhicule bourré d'explosifs de détruire un nouvel immeuble, et il s'avère que ce véhicule et ses explosifs mènent les policiers jusqu'au FSB. Alors est-ce à dire que l'ensemble des attentats ont été planifiés par les services secrets russes? On n'en a pas la preuve, mais la manipulation est possible dans cette affaire. Et c'est cette affaire qui va mener Vladimir Poutine à réprimer très violemment le mouvement indépendantiste tchétchène. Alors, Vladimir Poutine annonce la couleur de la violence avec laquelle il veut procéder dans une conférence de presse où il déclare « Nous poursuivrons les terroristes partout, si on les prend dans les toilettes, excusez-moi, on les butera dans les chiottes ». On a là un des aspects intéressants de l'exercice du pouvoir par Vladimir Poutine, c'est que celui-ci n'hésite pas à utiliser le math, un langage pratiqué notamment par les réseaux criminels, fait d'obscénité et de violence par lequel il affirme son autorité. Et sur le plan militaire, la seconde guerre de Tchétchénie montre que Vladimir Poutine n'hésite pas à s'en prendre aux populations civiles, rasant quasiment la ville de Grozny pour la vider de sa population et abattre son ennemi.
Cette guerre de Tchétchénie est extrêmement meurtrière pour les populations civiles. On estime entre 100 000 et 300 000 le nombre des victimes civiles. Donc Vladimir Poutine met fin à ce conflit tchétchène par la violence, mais aussi en permettant l'accession au pouvoir de Ramzan Kadyrov, qui y établit un pouvoir personnel, autocratique, dictatorial, un pouvoir reposant sur une idéologie islamiste que Vladimir Poutine pourtant n'avait eu de cesse de dénoncer quand elle était celle reprise par les indépendantistes tchétchènes. Mais Kadyrov se montre un vassal dévoué et Vladimir Poutine le laisse faire régner en Tchétchénie un régime de terreur où l'usage de la torture ou la répression des minorités sexuelles est chose courante. Alors parallèlement, Vladimir Poutine, qui se construit donc une réputation et une popularité auprès de la population russe, accède à la place de chef d'État, au poste de président de la République russe, d'abord en étant président par intérim, après que Boris Yeltsin, malade, ne lui laisse la place, puis en étant élu une première fois en 2000, puis en 2004, et se pose alors le problème du renouvellement de son mandat. En effet, la constitution russe ne permet pas alors d'exercer la présidence de la République à 3 reprises, il n'y a pas de 3e mandat possible, et par conséquent, Vladimir Poutine laisse son ancien chef du gouvernement, Dmitri Medvedev, prendre sa succession, être élu en 2008, alors que lui-même occupe à ce moment-là la place de chef du gouvernement, puis en 2012, il se représente. Notons qu'il est alors élu, mais qu'à partir de ce moment-là, la légalité des élections en Russie commence à être douteuse, que des cas avérés, prouvés de fraude électorale, amènent même une partie de la population russe à manifester son mécontentement sans que cela ne remette en cause le pouvoir de Poutine, réélu 4 ans plus tard, puis de nouveau après qu'une réforme constitutionnelle adoptée en 2020 lui permette d'exercer 2 nouveaux mandats. Dès lors, le pouvoir de Vladimir Poutine apparaît de moins en moins démocratique et les opposants d'ailleurs sont neutralisés parfois de façon définitive, telle la journaliste Anna Politkovskaya assassinée en 2006, après qu'elle ait voulu révéler l'usage de la torture par le nouveau pouvoir tchétchène, ou encore Alexei Navalny, actuellement en prison après avoir subi un empoisonnement. Alors nombreux sont les opposants, les rivaux, des oligarques notamment, à être ainsi éliminés, alors sans pour autant que le pouvoir de Poutine ne ressemble à celui de Staline, qui avait mis en place un système d'élimination massive de tout type d'opposition. Là, les choses sont plus subtiles, mais s'opposer devient de plus en plus difficile, et le pouvoir de Poutine fait en sorte également, petit à petit, de contrôler les différents médias qui relaient sa propagande. Ainsi, la Russie glisse de plus en plus vers une forme de régime que l'on peut qualifier de dictatorial, que l'on a qualifié de démocrature, du fait du maintien d'élections, du maintien d'une opposition, mais une opposition finalement autorisée, une opposition tolérée par Poutine, qui ne peut pas se construire librement, et on le voit ici sur cet indice de la démocratie construit par la revue The Economist. En 2021, la Russie n'y occupait que le 125e rang, classé au sein des différents régimes autoritaires. Nul doute par ailleurs que l'évolution contemporaine de la guerre, la répression plus systématique et plus globale encore de toute forme d'opposition, ne va pas arranger le classement de la Russie pour l'année 2022. Parallèlement, Vladimir Poutine s'appuie sur une idéologie qui est celle du nationalisme.
Il entend ainsi restaurer la puissance nationale, la puissance de la Russie, puisque le nationalisme est une politique qui vise à développer la puissance de la nation. Il crée le parti Russie Unie, dont on voit ici l'emblème, un emblème qui met en avant la bannière russe, mais aussi le totem, l'ours, à travers donc cette volonté d'incarner un renouveau de la puissance nationale. Le nationalisme repose sur une lecture nécessairement glorieuse de l'histoire nationale, une histoire que Vladimir Poutine va s'efforcer d'officialiser à travers toute une série de lois mémorielles. La dernière en date, et celle que l'on a mise en lumière dans les médias, étant la dissolution de l'ONG Mémorial qui avait vocation à entretenir la mémoire des crimes de Staline. Donc le roman national que Vladimir Poutine cherche à imposer fait de la Russie une nation au passé prestigieux, que ce soit le passé impérial des tsars ou même le passé soviétique. Or, ce passé glorieux russe est un passé incarné par des dirigeants puissants, omnipotents, et Vladimir Poutine fait en sorte de se construire un pouvoir personnel renforcé au service de cette puissance. On peut ainsi penser qu'il fait en sorte de développer un culte de la personnalité, se mettant en scène à de nombreuses reprises, mettant en scène notamment ses exploits sportifs, son corps, dans une espèce d'exaltation de la force virile. Il se met en scène pratiquant le sport, et notamment le judo, qu'il pratique depuis longtemps. Judoka depuis longtemps, il se met en scène dans des combats, mais publie également un livre où il prodigue des conseils. On le voit faire du football, on le voit faire du hockey sur glace. Alors cette force virile, ce don pour les sports, eh bien, peut nous faire penser quand même à ce que Benito Mussolini avait lui-même mis en scène à son époque. Il faut dire que ce soit Adolf Hitler ou Staline, ça leur était beaucoup plus difficile compte tenu de leur impotence physique. Mais Vladimir Poutine ne s'arrête pas là, on le voit jouer du piano, on le voit chanter, enfin bref, il se met en scène, et ce qui doit contribuer à alimenter, si ce n'est un culte de la personnalité, au moins à contribuer à entretenir sa popularité auprès du peuple russe. Donc Vladimir Poutine cherche à valoriser son image, tout comme il cherche à valoriser l'image de la Russie à travers le monde, en construisant pour cette Russie un soft power, c'est-à-dire une puissance qui repose sur l'attractivité et pas simplement sur la capacité à exercer un hard power qui s'applique par la force militaire ou économique. Ainsi, la Russie fait en sorte d'organiser des grandes compétitions sportives internationales comme les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Alors même si l'image de la Russie n'en sortira pas forcément grandie pour différentes raisons. La Russie, on s'en rappelle particulièrement en France, a également organisé la Coupe du Monde de football en 2018. Le soft power passe aussi par la capacité à être à l'origine de réussites de prestige sur le plan scientifique, technologique, et on se rappelle que la Russie avait fait en sorte d'être le premier État à annoncer la production d'un vaccin contre le Covid, le Sputnik 5, alors même si dans les faits ce n'est pas un vaccin qui connut véritablement un grand succès par la suite. En
Enfin, le soft power passe aussi par la volonté de permettre à la voix de la Russie de s'étendre au-delà de l'État-nation russe par une capacité médiatique internationale, et est ainsi créée la chaîne de télévision Russia Today, chaîne de télévision qui, comme l'agence de presse internationale Sputnik, apparaît comme étant véritablement au service de la propagande russe. Mais la propagande russe ne fait pas que passer par ces grands médias institutionnels, elle passe aussi par un réseau d'influences plus occultes, et notamment ce qu'on a qualifié d'armée de trolls. Les trolls sont ces internautes qui contribuent à véhiculer des polémiques sur les différents forums, sur les réseaux sociaux, et on sait que eh bien, la Russie véhicule par l'intermédiaire de ces trolls à son service toute une propagande en accord avec la propagande officielle mise en place par le pouvoir, et ce à travers le monde. Mais cette propagande russe est aussi véhiculée à travers tout un réseau de cybercriminalité, de hackers qui tâchent de servir la puissance russe, et on les a vus s'exprimer notamment à l'occasion d'événements politiques occidentaux. Ainsi, lors des élections présidentielles en France en 2017, ou lors des élections présidentielles qui opposent Hillary Clinton à Donald Trump, eh bien, ces hackers russes prennent parti en révélant un certain nombre de contenus privés pour essayer d'influencer sur le résultat des élections en faveur du candidat soutenu par la Russie. Alors par ailleurs, pour Vladimir Poutine, la reconstruction de la puissance russe passe aussi par une reconstruction de sa puissance économique. Et pour cela, il va s'appuyer sur les nombreux hydrocarbures, le gaz en particulier, que possède la Russie. L'exploitation et l'exportation du gaz, du pétrole, permet ainsi l'enrichissement de certains oligarques, mais le tout sous un contrôle étroit de l'État. Ainsi, non seulement les hydrocarbures permettent à la Russie de faire rentrer une masse importante de devises, mais aussi ils peuvent éventuellement être utilisés comme armes diplomatiques si l'occasion se présente, comme elle a pu se présenter d'ailleurs vis-à-vis de l'Ukraine. Mais pour Vladimir Poutine, la reconstruction de la puissance russe passe aussi par une politique étrangère ambitieuse, voire par une politique expansionniste. Vladimir Poutine n'a pas fait mystère de sa nostalgie de la puissance soviétique en 2005, quand il constatait que la disparition de l'URSS avait été, d'après son interprétation, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Alors néanmoins, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, il ne remet pas en cause des relations plus pacifiées, plus apaisées avec l'Occident. Ainsi, après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, il soutient sans réserve les États-Unis et leur réaction, mais apparaît en 2007 un tournant mis en scène lors du discours de Munich prononcé par Vladimir Poutine à l'occasion d'un forum pour la paix. Et à ce moment-là, eh bien, Vladimir Poutine dénonce très vigoureusement la domination des États-Unis, l'unilatéralisme américain, et à travers cette dénonciation de la puissance américaine, eh bien, Vladimir Poutine commence véritablement à voir dans l'Occident un rival, une nuisance, si ce n'est un ennemi. Dénonçant la puissance occidentale, l'impérialisme américain, Vladimir Poutine renoue d'une part avec certains réflexes de la guerre froide, mais aussi commence dès lors à présenter la Russie comme étant une citadelle assiégée, et une citadelle qu'il faut donc défendre contre des menaces extérieures, comme il l'interprète, on l'a déjà évoqué, l'élargissement progressif de l'OTAN.
Mais cette opposition à l'Occident est aussi l'occasion pour Vladimir Poutine de mettre en place une ligne idéologique où s'affirme une identité russe face à un Occident jugé décadent. Ainsi, lors du discours prononcé au club de Valdai, un forum international consacré à la Russie en 2013, Vladimir Poutine évoque des pays occidentaux refusant les principes éthiques et l'identité traditionnelle, nationale, culturelle, religieuse ou même sexuelle. La Russie est ainsi présentée comme la garante de valeurs traditionnelles que l'Occident ne préserverait plus. La Russie se positionnant notamment assez vigoureusement contre une forme de permissivité envers l'homosexualité, envers la transidentité, une permissivité qui n'a pas cours dans une Russie qui, pour sa part, entend défendre des valeurs traditionnelles avec fermeté. Dès lors, l'opposition à l'Occident prend l'aspect d'une forme de choc des civilisations, thèse chère à Samuel Huntington, mais dans laquelle finalement Vladimir Poutine se retrouve. Or, cette identité traditionnelle russe s'appuie sur son identité orthodoxe, et ce, avec la complicité du patriarcat orthodoxe russe, qui se range sans aucune réserve derrière la doctrine officielle de l'État russe. Alors parallèlement, pour avoir les moyens de ses ambitions, Vladimir Poutine fait en sorte de reconstruire la puissance militaire russe, dont on mesure qu'elle avait été véritablement très touchée par la disparition de l'URSS. Mais on le voit, sous Vladimir Poutine, les dépenses militaires russes augmentent de façon significative. Alors même s'il faut le dire, elles restent quand même très loin de celles que les États-Unis concèdent pour leur armée. Quoi qu'il en soit, cette reconstruction de la puissance militaire russe va redonner à la Russie une capacité de projection que Vladimir Poutine va mettre en œuvre dans différents conflits. Ainsi, en 2008, l'armée russe intervient militairement en Géorgie, dans une ancienne république soviétique, suite au développement du mouvement indépendantiste au sein de l'Ossétie du Sud, que soutient donc les autorités russes. Mais c'est aussi indubitablement pour la Russie l'occasion de montrer les muscles face à une Géorgie qui fait preuve de velléité, de rapprochement avec l'Occident, qui déplaise fortement au pouvoir de Poutine. Mais les ambitions russes ne se limitent pas à maintenir une forme d'influence, de tutelle sur les anciennes républiques soviétiques. Ces ambitions russes conduisent la Russie à opérer également dans des théâtres d'opérations plus lointains. Ainsi, la Russie est présente dans le chaos libyen qui fait suite à la révolution de 2011 et à la chute de Kadhafi, la Russie soutenant le maréchal Haftar. Et puis, bien sûr, la Russie intervient à partir de 2015 en Syrie pour soutenir le pouvoir de Bachar el-Assad, lui aussi menacé par les révolutions qui suivent les printemps arabes. Or, cette intervention s'avère particulièrement importante sur le plan militaire, puisque la Russie peut continuer à y perfectionner ses méthodes, mais aussi importante sur le plan géopolitique, puisqu'elle relève d'une analyse particulière de Poutine à propos de l'attitude occidentale et notamment américaine. En effet, lors de ce conflit, Barack Obama avait fixé vis-à-vis du pouvoir de Bachar el-Assad une ligne rouge qui était celle de l'utilisation des armes chimiques, une utilisation d'armes chimiques qui aurait dû véhiculer une intervention militaire de la part des États-Unis et de ses alliés, notamment de la France.
Or, Bachar el-Assad utilise ces armes chimiques contre son peuple, et dès lors s'enclenche le mécanisme qui avait été annoncé par Obama. La Russie est prévenue qu'une opération imminente doit avoir lieu, mais finalement, Obama renonce, fait machine arrière, et dès lors, la Russie perçoit que le pouvoir démocrate est un pouvoir faible, un pouvoir qui ne va pas au bout de ses idées, et c'est ce qui motive du coup la Russie à se glisser dans l'interstice et à intervenir, elle pour sa part militairement et assez massivement aux côtés du pouvoir de Bachar el-Assad. Or, on retrouve dans cette intervention militaire russe cette tactique à l'encontre des villes, à l'encontre des civils, qui n'hésitent pas à viser des hôpitaux suscitant ici le départ des populations qui ne peuvent plus se faire soigner, départ des populations qui rend encore plus possible de soumettre ces métropoles à des tapis de bombes qui les rasent quasiment, comme l'a vécu par exemple la ville d'Alep. Enfin, la Russie est de plus en plus présente en Afrique subsaharienne, et elle est en particulier à travers l'utilisation du groupe Wagner, un groupe de mercenaires présents en Centrafrique, aujourd'hui au Mali, qui relaie les intérêts russes, et notamment les intérêts dans l'exploitation des ressources primaires qui peuvent se trouver, et des ressources sur lesquelles se sert la milice en paiement de ses missions auprès des pouvoirs locaux. Mais on va retrouver aussi la Russie agir à l'extérieur de son territoire, en Afrique notamment, mais aussi ailleurs, par l'intermédiaire de la création d'un groupe de mercenaires, le groupe Wagner. Alors, ce groupe de mercenaires que l'on retrouve en Syrie, qu'on retrouve aussi dans le Donbass, est un organisme qui va opérer en faveur d'États qui le lui demandent, comme ce fut le cas de la part des autorités centrafricaines ou maliennes, et en échange de paiements, notamment sur les ressources locales. Les autorités russes présentent ce groupe Wagner comme étant un groupe indépendant de la stratégie politique de l'État russe, mais il s'avère qu'en réalité, il y a bien des liens entre les deux. C'est en effet un groupe dont on doit se rappeler qu'il a été créé, ou plutôt qu'il a été financé par Evgeny Prigojine. Alors qui est Evgeny Prigojine? C'est celui qu'on appelle le cuisinier du Kremlin. Alors pourquoi le cuisinier du Kremlin? Eh bien parce que c'est un oligarque, quelqu'un qui a fait fortune en ayant accès à un certain nombre de marchés publics, et notamment la capacité à organiser l'alimentation des armées. Ce qui a permis donc l'enrichissement d'Evgeny Prigojine, qui par la suite donc finance ce groupe Wagner. Or, il faut le rappeler aussi, ce groupe Wagner est un groupe dont le fondateur, Dimitri Oudkine, est ouvertement néo-nazi, et d'ailleurs l'appellation de groupe Wagner vient du fait que Wagner était le compositeur préféré d'Adolf Hitler. Ainsi, on le voit, Vladimir Poutine qui est quand même prompt à dénoncer le nazisme. Il faut bien se rappeler que le nazisme représente l'ennemi lors de la Grande Guerre patriotique remportée par l'URSS. Bon, on le voit, il est moins regardant quand ces groupuscules servent son pouvoir. Enfin, Vladimir Poutine fait en sorte de s'adjoindre la fidélité d'une série d'États de l'ancienne Union soviétique, des États dont il fait en sorte de soutenir ceux qui exercent des formes autocratiques de pouvoir à leur tête, à l'image de Loukachenko, récemment menacé en Russie, mais soutenu sans réserve par son allié russe. Soutien à un pouvoir ami qu'on a encore pu constater récemment lors d'une révolte matée au Kazakhstan en janvier 2022, une répression à laquelle les troupes russes ont notamment participé. Alors, le maintien de pouvoirs amis au sein d'une ancienne république soviétique, c'est précisément l'une des raisons des tensions qui se sont manifestées récemment entre l'Ukraine et la Russie.